Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Donc continuons avec la loi des gaz parfaits. Considérons maintenant le cas où c'est le volume qui est constant. Alors, toujours pour une quantité de matière donnée. Dans ce cas, la loi des gaz parfaits nous dit que P est égal à M R divisé par le volume fois la température. Et ceci est constant. Et donc, on a que la pression est proportionnelle à la température. C'est-à-dire que pression et température évoluent de concert. Un exemple très simple est de l'air chauffé dans une enceinte qui est hermétiquement fermée, et au fur et à mesure que la température monte, la pression augmente dans les mêmes proportions. C'est une raison pour laquelle, lorsqu'on doit faire de longues routes en voiture, par exemple pour les vacances, on conseille de ne pas gonfler les pneus à bloc, mais un peu plus faible, parce qu'avec l'échauffement des roues sur l'autoroute, la chaleur, la température du pneu peut être assez élevée, la pression augmenter considérablement. Et il faut éviter évidemment de faire éclater les pneus. Considérons ensuite le cas où la pression est constante. Dans ce cas, la même relation nous dit que le volume est proportionnel à la température. Ils évoluent aussi de concert. Un exemple très simple, c'est celui d'un ballon en caoutchouc, qui est gonflé, fermé, et que l'on chauffe. Il gonfle alors de manière proportionnelle à la température, du moins avec une certaine approximation, parce que le caoutchouc, en s'étirant, exerce une contrainte non nulle, qui s'ajoute à la pression atmosphérique, et la pression est un peu plus grande à l'intérieur du ballon. Surtout lorsqu'il est proche de l'éclatement, parce que le caoutchouc est à la limite élastique, il cesse de s'étirer, et donc la contrainte sur l'ensemble devient plus grande. Ainsi, un ballon d'enfant qui est gonflé à l'hélium un peu trop fort, un peu trop gonflé, et qu'on lit en plein soleil, peut assez facilement éclater. Enfin, on peut aussi considérer le cas où tout est constant. Si la pression et la température sont constants, toujours pour une quantité de matière donnée, alors le volume V est également constant. Tout est constant. Et la loi des gaz parfaits étant universelle, pour les gaz parfaits, cela est vrai pour tous les gaz, dans le domaine où ils sont des gaz parfaits. Ainsi, à pression et température ambiante, pression atmosphérique, température moyenne, donc une vingtaine de degrés, pression d'une atmosphère, tous les gaz que nous avions cités, dont l'air, et bien d'autres gaz, ont un volume de 22,4 litres pour une mole de gaz, ni plus ni moins. Cette loi fut très rapidement constatée, déjà à l'époque de Lavoisier, où il y avait la naissance vraiment de la chimie moderne, au XVIIIe siècle. Et en plus de la conservation de la quantité de matière dans les réactions chimiques, découvertes par Lavoisier, on avait là une loi de conservation des volumes de gaz. De plus, un peu plus tard, cette universalité du volume de gaz fut un argument très fort pour la théorie atomique de la chimie. Donc le fait que la matière est composée d'atomes. Théorie élaborée par Dalton. La loi des gaz parfaits n'est qu'une approximation, nous l'avons dit. En général, elle est satisfaisante. Mais pour les gaz à pression très élevée, ou certains gaz qui s'écartent assez fort de cette loi, les solides ou les liquides, les lois sont plus compliquées, beaucoup plus compliquées. En outre, les changements de phase que nous avons vus constituent des discontinuités. Par exemple, lorsqu'un liquide se transforme en gaz, son volume augmente brusquement, de manière très importante, sauf près du point critique.
c'est pour ça qu'avec ces lois complexes, avec des discontinuités, souvent on a quelques expressions approchées pour les lois qui donnent la fonction d'état, mais en général on se contente de tables avec les chiffres, des tables numériques. C'est beaucoup plus simple. Surtout à notre époque informatique. Un exemple de ce phénomène de discontinuité s'observe avec de l'eau qui arrive à ébullition. Si on prend de l'eau que l'on met dans une casserole, donc même en laissant un peu d'air dedans, et en la scellant hermétiquement, de façon à ce que rien ne puisse en échapper. C'est une expérience extrêmement déconseillée. Faites surtout pas ça. Si vous faites chauffer l'eau et qu'elle arrive à ébullition, la vapeur d'eau n'a pas de place où aller. Et comme son volume doit augmenter et qu'il ne peut pas, c'est la pression qui augmente, de façon à garder un volume constant. La pression augmente de manière considérable, énorme. Et on arrive ainsi très vite à l'explosion du récipient. Et c'est une explosion extrêmement violente, comme une bombe. C'est la célèbre expérience de la marmite de Papin, qui mit ainsi en évidence l'extraordinaire puissance de la vapeur, qui n'aurait certainement pas été soupçonnée jusque-là, et qui, un peu plus tard, fut exploitée dans les premières machines à vapeur. Et nettement plus tard, par les premières cocottes-minutes, en laissant la vapeur s'échapper, on peut ainsi augmenter la pression à l'intérieur, tout en gardant une pression qui reste raisonnable. Voilà pour les fonctions d'état. Et dans la prochaine vidéo, nous attaquerons, on pourrait dire vraiment le cœur de la thermodynamique, avec le second principe. Je vous remercie.